Merci Thomas, bonjour à toutes et à tous. Du coup, ravi d'être avec vous ce matin pour ce nouveau webinaire sur la thématique du vélo, comment développer l'usage du vélo sur mon territoire. Avant de commencer, je vous propose un rapide tour de table pour présenter nos participants. Camille, je te laisse te présenter. Alors Camille, ton micro est coupé. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Camille Thomé, directrice de Vélo et Territoire. Enchantée d'être avec vous. Charles, je te laisse continuer. Bonjour à tous, donc Charles Mahé, moi je dirige Indigo Wheel, qui est la filiale mobilité douce du groupe Indigo. Et bonjour à tous, Antoine Duteilleul, je suis cofondateur de B2Green, référent vélo pour les entreprises et les collectivités locales. Et on a également Timothée Kellard qui est avec nous ce matin. Bonjour, donc Timothée Kellard, cofondateur d'EcoDev et de l'écosystème mobilité. Enchanté à tous. Et donc pour ma part, Emilien Tracol, consultant mobilité durable chez EcoDev. Donc avant de vous laisser la parole, quelques mots sur EcoDev et l'écosystème mobilité. Donc EcoDev, c'est une agence de conseil et de services qui a été créée en 2009. Qui accompagne aujourd'hui les collectivités et les entreprises dans leur démarche de RSE et développement durable. On est 35 collaborateurs, on est répartis sur différentes sites. On est basé à Paris, mais également on a une entité à Nantes, à Lille et une équipe à Marseille. Aujourd'hui, notre activité, nos métiers, donc c'est principalement le conseil stratégique. On accompagne les organisations dans la définition de leur stratégie RSE. Également la mesure d'impact. Donc, on va accompagner les structures dans la mesure et l'analyse de leur impact, la communication et la conduite du changement pour valoriser toutes les idées et toutes les innovations déployées par les organisations. Et enfin, le déploiement opérationnel de votre feuille RSE, mais également de stratégies climat, mobilité, biodiversité ou encore économie circulaire. 5 pôles d'expertise au sein d'EcoDev, donc comme je viens de le citer, le pôle RSE, climat-énergie, biodiversité, économie circulaire et notre, on va dire, principal pôle, le pôle mobilité durable. L'écosystème mobilité, rapidement, donc l'écosystème, c'est une plateforme collaborative aujourd'hui qui a été créée et qui a pour objectif de rassembler des solutions et des employeurs qui sont engagés dans la transition vers une mobilité durable. Les thèmes aujourd'hui développés au sein de cet écosystème, dans un premier temps, c'est de permettre aux employeurs de s'approprier le management de la mobilité. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc on propose aux employeurs des outils et également des solutions pour s'approprier le management de la mobilité, accompagner le changement de comportement, soutenir la sobriété et l'innovation responsable et enfin valoriser les solutions innovantes et les acteurs engagés à travers des prises de parole, mais à travers également différents livrables. Donc, l'ensemble de ces thèmes développés ont un objectif commun, c'est de proposer des alternatives à la voiture individuelle. Quelques mots également sur les objectifs. Donc, c'est d'aider les employeurs à identifier et déployer des solutions concrètes, à offrir de la visibilité à ces engagements, à accompagner les employeurs dans leur démarche de mobilité durable, à leur apporter différents outils. Les prestations, donc des prises de parole. On est également une véritable hotline pour tous ces membres, pour toutes ces solutions. On propose également des newsletters, une bibliothèque en ligne avec des fiches pratiques, des guides pour accompagner les employeurs. Et donc, au niveau des acteurs, aujourd'hui, on est environ une cinquantaine. On a des adhérents employeurs qui vont financer l'écosystème. Donc, on a Transdev qui nous a rejoint récemment. Des solutions, une trentaine de solutions. Indigo, Bipark, Velco, on traite toutes les thématiques de la mobilité durable et également des parties prenantes qui nous accompagnent dans nos sujets. Donc, on a la région, on a également un avocat qui est spécialisé dans le droit du travail, des solutions, des parties prenantes qui nous soutiennent et nous accompagnent dans différents projets. Rapidement sur les faits, donc une plateforme en ligne, des webinars à disposition du grand public, des ressources, des fiches pratiques, des livres blancs, des guides. Également une actualité riche. Cet écosystème aujourd'hui nous permet de participer à des projets très très intéressants tels que le label employeur Pro Vélo,
Donc rapidement, on a le plaisir de participer à ce projet qui vise à accompagner et à récompenser les employeurs qui mettent en place des mesures pro-vélo et qui considèrent le vélo comme un véritable mode de transport. Donc c'est un projet qui se concrétise et qui va bientôt voir du coup le jour. Ensuite, également un autre projet, le baromètre forfait mobilité durable. On a effectué avec, projet financé par l'ADEME et le ministère des Chargés des Transports, avec le soutien de France Mobilité, un état des lieux justement des initiatives de ce dispositif, le forfait mobilité durable. Donc un baromètre qui nous a permis de récolter des données quanti et également quali et d'avoir un état des lieux de ce dispositif et de son appropriation aujourd'hui par les employeurs. Et enfin, on voulait également vous partager cette actualité. On a eu la chance hier matin de participer au lancement de la 3e édition du baromètre des villes cyclables, un projet piloté par la FUB. Et donc, on vous invite à répondre à ce questionnaire qui a pour objectif de mesurer le ressenti des usagers et d'évaluer la cyclabilité du territoire et des différentes communes. Et donc voilà, on est ravis d'avoir participé à ce lancement et on vous invite à répondre à ce baromètre. Je vais laisser maintenant du coup la parole à Timothée pour l'introduction de ce webinaire sur la thématique du vélo dans nos territoires. Merci Emilien. Alors je vais faire très rapide pour laisser quand même la parole ensuite et place au débat. Mais je voulais introduire donc le baromètre est destiné à destination des cyclistes, mais aussi des cyclistes qui s'ignorent. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de remonter, peut-être que Camille pourra en parler, des informations pour aider les territoires à mieux intégrer cette notion de cyclabilité. Et puis je voulais aussi introduire l'introduction d'ailleurs, en expliquant qu'on a beaucoup et qu'on travaille beaucoup sur le sujet du vélo, pour plein de raisons que je vais balayer très rapidement. Mais Barbara Pompili nous l'a dit encore hier, c'est le mode de transport à venir. Moi, j'aurais envie de dire que c'est le mode de transport d'actualité pour beaucoup d'employeurs. Donc, il est bon ton, on va dire, de renfoncer le clou sur le sujet. Alors, la moitié des déplacements aujourd'hui font moins de 5 km. Donc, on voit qu'il y a un potentiel énorme en termes de distance et de pratique de la marche à pied d'ailleurs, des trottinettes et surtout du vélo. Sur ces déplacements, la part de la voiture reste quand même majoritaire. Ça paraît assez fou, mais aujourd'hui, les enquêtes ménage ou d'ailleurs Vélo et Territoire ou d'autres nous démontrent que plus de la majorité des distances de 1 à 7 km sont massivement utilisées encore en voiture seule. 2 tiers de ces déplacements sont dans des zones urbaines et font moins de 3 km et 8 trajets sur 10 se font dans des territoires ruraux en voiture. Bon voilà, tout ça pour enfoncer le clou, vous prenez le chiffre que vous voulez. Mais dans les 4 là qu'on a cités, on voit que le potentiel est quand même énorme et qu'on n'a pas besoin d'être un grand sportif souvent pour aller faire ces trajets. Les changements ou les facteurs d'évolution quand même récents il y a énormément de changements sociétaux. On voit que le vélo est à la mode, c'est devenu un vrai sujet en termes de prise de conscience et de solutions à des alternatives à la voiture pour beaucoup. Et donc on voit qu'il y a de la dynamique urgence climatique, mobilité active, donc pour on va dire l'activité physique, si je simplifie. On a des évolutions techniques qui ont beaucoup contribué à l'usage du vélo, les VAE principalement, mais on voit là exploser le sujet du vélo logistique en centre urbain avec les vélos cargo par exemple. On a aussi la chance d'avoir des politiques publiques qui sont quand même de plus en plus ambitieuses entre le plan national qui fixe des horizons à 2024, 2030. On a des moyens aussi locaux avec les maires qui s'approprient ces sujets, on l'a vu sur les dernières campagnes, ce qui n'était pas le cas il y a encore une dizaine d'années. Je pense qu'on pourra tous en témoigner. Les conditions d'évolution de la mobilité également, c'est un réel sujet, on va dire, en termes de pratique aujourd'hui. On a vraiment un sujet de congestion dans les centres urbains, de qualité de vie ou qualité de l'air. Bon, et il y a aussi un point qui est notable. On a eu quand même l'évolution avec le Covid et les conditions sanitaires qui font que tout ce qu'on avait comme espoir sur la feuille de route vélo est passé de quelque chose qui était assez difficile à manœuvrer au quotidien à une explosion de la pratique qui a rendu visible nos enjeux autour du vélo. Il y a quand même des freins, donc on va les balayer. Il y a un modèle territorial, ou en tout cas un urbanisme qui est quand même aujourd'hui historiquement et encore aujourd'hui tourné autour de la voiture.
quasiment 50% de l'espace public est dédié encore au monde de l'automobile, en moyenne, hein, dans les grandes agglomérations. On a un sujet de fracture sociale aussi, on voit, et on a appris ça il n'y a pas très longtemps, que les nouvelles générations, en proportion, sont quand même moins actives sur le vélo que précédemment. Donc, on a aussi un sujet de distribuer, on va dire, ces modes de transport, alors qu'ils sont peu coûteux. Donc, il y a vraiment un sujet d'urbanisme aussi associé à ces fractures sociales. Il y a beaucoup de retard sur les infrastructures, mais bon, on va dire que ça avance. On a un déficit d'image aussi sur des idées reçues. La classique, c'est il pleut, je peux pas prendre mon vélo. Bon, voilà, un Kawaii fait bien le job aussi. Et puis, on a un modèle assez concentré autour de l'automobile historiquement, avec un imaginaire autour de l'automobile qui quand même est bien ancré depuis 50 ans dans nos médias et dans notre publicité. On a pris le chiffre de 1,1 milliard de publicité dédiée au monde de l'automobile, soit en gros 16 € par an par Français. Bon, c'est juste un ordre de grandeur, mais ça, c'est finalement 2 fois le montant des dépenses aujourd'hui des collectivités sur les politiques publiques donc cyclables. Donc, on voit qu'on a quand même un décalage assez fort entre deux mondes qui se rencontrent de plus en plus. Je finirai sur les principaux leviers de changement. Ils sont assez basiques. Nous, on œuvre beaucoup à aider les employeurs à objectiver des potentiels de reports modaux via des plans de mobilité, le déploiement d'outils comme le forfait mobilité durable, et travailler aussi sur les services associés pour accompagner ce changement, puisque du coup, il faut que ça s'intègre dans une politique plus large. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui des bienfaits, des changements de comportement ou des politiques publiques qui enfoncent ces portes ouvertes. Donc, je vous encourage à laisser place maintenant à vos questions par la suite, mais à écouter surtout les sachants et les profils qu'on a conviés aujourd'hui. On est ravis. Donc, je vais laisser tout d'abord Camille nous faire un petit pitch, on va dire, sur ton association et tes initiatives. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et merci pour l'introduction. Moi je parle en tant que Camille Thomé, mais surtout en tant que directrice de Vélo et Territoire, qui est un réseau de collectivités territoriales, donc ces acteurs publics qui aménagent pour le vélo en France et qui essaient de faire que le système vélo, dans toute la pluralité qui vient d'être décrite, puisse exister. Et notre réseau, pour vous montrer un peu son ampleur, fédère 11 régions, 66 départements et une petite soixantaine de PCI, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire des intercommunalités, et cela va de la métropole du Grand Lyon, par exemple, au parc naturel régional du Haut-Languedoc. Donc des bassins de vie ou des collectivités très, très protéiformes dans leurs compétences et dans leur format également. Alors pourquoi les collectivités, c'est très important sur le développement du vélo? Parce que vous soyez le cycliste ou un cycliste qui s'ignore, il est vrai que le fait de pouvoir disposer d'aménités cyclables suffisantes à encourager le vélo au quotidien, c'est le fait du local. Et sans l'action locale, tout plan vélo national par ailleurs, il ne se passera rien du tout. Alors pour impulser le local, évidemment, les acteurs locaux, dont les entreprises, ont évidemment un rôle majeur à jouer parce qu'elles ont une position tout à fait privilégiée pour susurrer à l'oreille des collectivités et des acteurs publics locaux. Et ces acteurs publics locaux, ce sont évidemment, d'une part la commune pour le plus petit échelon, l'intercommunalité, le département, la région et évidemment, en dernier ressort, l'État. Alors c'est un millefeuille administratif, on vous l'accorde. On est un peu compliqué en France, c'est également assez compliqué dans d'autres pays européens. Il faut pas se flageller, ça peut être très compliqué. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'en France, toutes les collectivités territoriales, quel que soit leur niveau, détiennent suffisamment de compétences pour collégialement agir sur le vélo. Alors pas avec les mêmes leviers, chacune, mais néanmoins. La commune ou la ville, en fonction de son importance, aura la capacité à intervenir, par exemple, sur la voirie, sur le déploiement du savoir rouler à vélo dans les écoles relevant de sa compétence, dans les écoles élémentaires. Ça, c'est tout à fait important et l'objectif, c'est de former à terme 850 000
enfants du CM1 au CM2 à la pratique de savoir rouler à vélo en autonomie sur la voirie chaque année. Voilà, toutes les fournées de CM1, CM2, ça fait partie du volet apprendre et accompagner à la mobilité, et ça fait écho au déficit de capacité mobilitaire en mobilité active que l'on peut relever chez les plus jeunes. La commune a également la capacité d'intervenir évidemment sur les politiques de stationnement dissuasif au mode polluant et carboné au profit des mobilités actives ou d'une répartition de l'espace public. Et ce n'est que des exemples. Si on monte à l'échelle de l'intercommunalité, alors peut-être que c'est jargonneux pour vous, mais bon nombre d'entre elles détiennent la compétence, sont autorités organisatrices de la mobilité et à ce titre peuvent qui intervenir également sur la voirie, qui intervenir sur le fait de pouvoir proposer un bouquet d'offres de mobilité. Cela va évidemment des transports en commun, mais aussi à la notion de service vélo, par exemple, en proposant des services de location longue durée. On pense notamment à des petites villes, à des moyennes agglomérations qui font le choix, qui n'ont pas la densité qui nécessiterait de déployer un système de vélo en libre service, comme Vélov ou Vélib ou ce genre de dispositifs, mais qui du coup s'orienteront plutôt sur des services de location longue durée, à l'instar de Chambéry Métropole ou d'autres exemples de ce type, location longue durée, qui permettent aussi d'inspirer durablement le changement, parce que le vélo, vous êtes bien, enfin peut-être le savez-vous, mais l'adopter, c'est l'essayer. Et bien souvent, on se rend compte de l'efficacité du vélo si et seulement si on a la possibilité de l'essayer. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, la plupart des trajets du quotidien, quels qu'ils soient et quelle que soit leur complexité, peuvent se faire à vélo, a fortiori maintenant qu'il y a des vélos à assistance électrique. Il n'y a plus de côte et il n'y a plus de distance. Ça, c'est pour la commune et l'intercommunalité. Après, si on passe à échelon du département, le département, lui, dispose des compétences relatives à sa voirie départementale. Bien souvent, et la plupart des départements français, plus de 90% d'entre eux, disposent d'un schéma directeur cyclable ou d'un plan vélo pour agir sur cette voirie. Le département dispose de la compétence solidarité. Alors, solidarité envers les plus vulnérables, d'une part, mais aussi les personnes les plus éloignées de l'emploi. Donc, on peut imaginer un tas de choses sur, à la fois, plutôt que de payer un permis de conduire aux personnes chômeurs et en difficulté mobilitaire, on pourrait imaginer que ces personnes, on les mette en capacité de faire du vélo et de se déplacer à vélo, ce qui est quand même beaucoup moins onéreux pour le porte-monnaie sur le long terme. Mais aussi le département, sa compétence solidarité, elle s'exerce envers les territoires aussi, les territoires de dimension infradépartementale, des interco rurales, par exemple, vers lesquels ils peuvent orienter à la fois des dispositifs d'aide sur l'ingénierie, par exemple, l'ingénierie cyclable ou l'ingénierie financière, par exemple, et des dispositifs de stimulation de politiques cyclables infradépartementales en cohérence avec la leur. Et puis le département aussi, ils peuvent agir sur d'autres pans, parmi lesquels les collèges, parce que ce sont eux qui construisent les collèges, les implantent, les entretiennent, ainsi que leurs abords et leurs abattements. Donc évidemment, on imagine bien que tout le potentiel qu'il peut y avoir à implanter un nouveau collège, à réfléchir à sa desserte à pied, à vélo, pour éviter d'avoir des transports scolaires coûteux et d'avoir des enfants patates qui sont emmenés par leurs enfants. C'est pas une citation de moi, c'est une citation de Stine Van Osteren qui dénonce le phénomène des parents taxi vers les collèges et les écoles. Il est toujours préférable, évidemment, que les enfants puissent se rendre en autonomie, toute personnelle et individuelle, à pied, à vélo, au collège, bien évidemment. Et puis, au niveau du département, encore une fois, une autre compétence qui est tout à fait intéressante, c'est la compétence du tourisme, qui est partagée avec les autres échelons territoriaux, mais sur lequel peuvent quand même s'exercer un certain nombre de politiques publiques en lien avec le vélo, de développement de destinations touristiques, de développement d'itinéraires cyclables à portée touristique, mais qui, bien évidemment, nourrissent le système vélo. Et puis, il y a l'échelon régional,
autorité organisatrice de la mobilité, le chef de file de la mobilité à échelle d'une région. Elles sont assez de taille très, très diverses en France. Mais cependant, les régions, du coup, sont de facto organisatrices des transports régionaux, donc des TER, et à ce titre, il dépendra beaucoup de leur action, la capacité à déployer du stationnement de surface et sécuriser vélo aux abords des gares, car on est en sous-capacité d'intermodalité train plus vélo en France. Aujourd'hui, en France, on est à plutôt 6% des utilisateurs du TER se rendent à leur gare à vélo. C'est vraiment très peu. Aux Pays-Bas, ce taux, il dépasse les 50%. Il y a un potentiel d'intermodalité train plus vélo, donc de mobilité décarbonée, de report sur ces solutions-là qui est gigantesque. En France, 90% des Français habitent à moins de 5 km d'une gare. Alors, en fonction ou pas en fonction, ça c'est une autre histoire. Mais n'empêche, ce volet-là est complètement sous-exploité. Donc, c'est vraiment un potentiel de développement. La région encore dispose d'autres outils qui lui permettent d'intervenir de façon volontaire sur le vélo. Donc, sur les mobilités, il n'y a pas que le TER évidemment. Il y a la capacité à se doter et à désigner des schémas directeurs cyclables structurants. Il y a la capacité aussi à organiser, et ça vous intéresse beaucoup, au niveau des entreprises, il y a une compétence économique évidemment. Donc, toute déstructuration de filières vélo ou mobilité active à échelle d'une région, ça peut vraiment avoir son intérêt pour amplifier ces phénomènes et stimuler l'essor économique. Et puis la région également peut intervenir sur tout le volet des financements européens, des contrats de plan État-région qui permettent derrière de faire redescendre des financements de l'État vers les régions, vers les territoires. Voilà, c'est un peu jargonneux, c'est un peu complexe, mais néanmoins, sur l'intégralité de ces politiques, et j'en ai oublié, il peut y avoir du vélo. Il doit y avoir du vélo. L'objectif poursuivi par Vélo et Territoires et qui est repris du coup par nos adhérents, en tout cas on l'espère, c'est d'atteindre en France 12% de part modale vélo à horizon 2030 pour une France à vélo. Ces 12%, ce n'est pas sorti du chapeau, c'est la stratégie nationale bas carbone qui le fixe en ligne de mire que nous avons repris pour notre compte. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le Covid et toutes les mesures d'accélération des politiques cyclables en France qui ont été prises. Alors, à la faveur du Covid, c'est quand même un peu triste de le dire, mais quand même, ça nous a fait bigrement accélérer, font qu'aujourd'hui, les choses se sont effectivement accélérées. On atteint un niveau qu'on pourrait considérer de masse critique où, de manière alignée, les planètes vélo en France, que ce soit composé qui des entreprises, qui des collectivités, qui des usagers cyclistes, dignement représentés par la FUB qui a lancé hier son baromètre des villes cyclables, on regarde dans la même direction et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et enfin, parce que vous êtes un parterre d'entreprise, il se passe quand même vraiment beaucoup de choses dans les territoires en ce moment, qui sont autant de fenêtres probablement d'opportunités pour les entrepreneurs que vous êtes, avec quelques notions tout à fait importantes à avoir en tête. Déjà, c'est que les trajets courts, de moins de 5 km, ça ne concerne pas que la ville. Ce n'est pas qu'un fait urbain, ça s'observe également en milieu et en territoire peu dense. Dès lors, il faut pouvoir également proposer des alternatives à l'automobile individuelle dans ces territoires. Et la manière dont ça se fait, évidemment, en territoire peu dense pour développer le vélo, elle ne va pas être exactement la même qu'en agglomération, où parfois il suffit de rééquilibrer l'espace public, de dissuader l'utilisation de la voiture et d'apaiser les vitesses pour que ça simplifie la vie des cyclistes. En périurbain et hors agglomération, ce sera différent et ce sera très dépendant de la disposition de voirie, soit en cohabitation avec les voitures lorsque les niveaux et les vitesses de trafic motorisé sont bas, ce qui est assez peu le cas, ou sinon en proposant des infrastructures cyclables séparées. Et ça, ce sera vraiment le nerf de la guerre pour le développement du vélo en territoire peu dense et tous les dispositifs dévoilés hier, alors pas
tant par la FUC que par l'État, qui, dans le cadre du plan de relance, va financer également des continuités cyclables et renflouer les dispositifs de financement du plan vélo, devraient contribuer à ce réseau-là. Je vois que la vignette s'allume. J'imagine que je n'ai plus beaucoup de temps. Mais quoi qu'il en soit, si je pouvais passer un message aujourd'hui, vu la qualité des personnes connectées, ce serait de dire: vous êtes tous en capacité, évidemment en tant que citoyen, de participer et de diffuser massivement dans vos entreprises respectives le baromètre des villes cyclables et l'invitation à y participer. C'est simplissime et vous pouvez y participer partout où vous circulez à vélo, pour apprécier la cyclabilité des lieux où vous vous trouvez. C'est de la matière première très importante pour que derrière ça se transforme en politique publique. Et puis vous êtes tous, à une échelle ou à un autre, dans un territoire à un autre, en capacité de susurrer à l'oreille des collectivités qui vous concernent. Et pour cela, les entreprises sont très, très écoutées en position d'influence. Et on n'aura pas trop d'en parler de toutes les lucarnes desquelles nous nous trouvons pour impulser des politiques cyclables ambitieuses en France. On est actuellement à plutôt 8 € par an et par habitant. Nous aurions besoin, par an et par habitant, d'un investissement annuel et continu de minimum 30 € par an et par habitant, si on voulait ne serait-ce que rattraper le retard de la France sur les politiques cyclables. On a du chemin à faire. Et pour conclure, je dirais que le vélo, c'est le mode de transport, non pas du présent, non pas de l'avenir, mais c'est le mode du transport, en réalité, du futur, et d'un futur désirable. Merci beaucoup Camille. Charles, je te laisse du coup poursuivre et compléter ce que Camille vient de présenter aussi sur la partie stationnement. Ok. Bien, rebonjour à tous. Donc, avant de rentrer dans le cœur du sujet, qui va être de dresser un peu un contexte autour des enjeux de stationnement, un petit mot sur Indigo Wheel. Donc, Indigo Wheel, c'est la filiale mobilité douce du groupe Indigo, que vous pouvez connaître, qui est un groupe qui opère sur le stationnement historiquement voiture depuis longtemps. Donc, on est en quelque sorte un peu la conscience vélo. On accompagne nos clients qui sont les villes et les entreprises sur ces sujets-là, sur leurs enjeux, autour de 2 expertises. Une qui est relativement naturelle, qui va être le stationnement, et ça va être le sujet, et une autre qui est la mobilité en général, la mobilité en ville, puisque on est actionnaire majoritaire de Smooth & Go qui opère Vélib à Paris, et qu'on est directement opérateur d'une flotte de scooters électriques et de vélos à Toulouse. Donc ça, c'est pour notre activité mobilité ville. Et pour notre activité mobilité entreprise, on sait organiser des solutions de mobilité sur les sites d'entreprise. On travaille notamment avec Airbus sur un site où on opère plus de 200 vélos. Je pense que c'est un dimensionnement qui est rare, voire unique en France. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on agit aussi sur un 3e pilier qui va être le pilier de discussion, qui est le stationnement. Et donc, sans transition, je vais pouvoir démarrer en disant qu'effectivement, le vélo, et là, je paraphrase Charles Poretz de Cyclé, c'est le champion des mobilités, de la mobilité en ville. C'est économique, c'est fiable, c'est décarboné, c'est agréable et c'est bon pour la santé. Donc, on ne revient pas sur ces enjeux qui, à mon sens, sont maintenant connus et reconnus, mais on se dit comment on peut lever les freins pour augmenter l'usage du vélo et pour accélérer le développement du vélo. Et alors, l'un des enjeux historiques, c'était évidemment la peur. Donc, les gens avaient peur de prendre leur vélo pour faire leur trajet en ville dans un contexte urbain, et on peut les comprendre. Il y a quand même eu un progrès en termes d'infra énorme qui a été réalisé depuis 2017. Je crois que je lisais que c'était plus 33% de pistes cyclables depuis 2017. Je crois que ça correspond à plus de 50 000 km de voies cyclables. Évidemment qu'il y a du chemin à parcourir, mais sur ce plan-là, je pense que beaucoup de personnes maintenant se sentent plus en sécurité lors de leur trajet à vélo en ville. Et par contre, effectivement, le nouveau sujet, si j'ose dire, ou le nouveau goulot d'étranglement se situe au niveau du stationnement sécurisé et donc concrètement de la peur du vol. Les gens ont peur de se faire voler des vélos, et le même article
qui citait les progrès et les enjeux sur le stationnement, disait qu'on avait créé uniquement 15 000 places de stationnement depuis 2017. Donc, c'est en quelque sorte un peu le parent pauvre des politiques cyclables. Je ne reviens pas sur le fait que, et ça, Camille pourrait l'expliquer mieux que moi, quand on parle vélo, on parle d'un système protéiforme, on parle de différents sujets. D'ailleurs, on ne parle pas du stationnement, mais des stationnements. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui vraiment un sujet d'intérêt. Alors, ici, quelques statistiques. Alors, j'ai pas mis la source, mais c'est un cabinet qui s'appelle 6T, un bureau d'études. Donc voilà, ce que ça relate, c'est que c'est un fléau, le vol. C'est à peu près 1000 vélos volés par jour. On le retrouve très rarement. Alors, bien sûr que maintenant, on fait marquer son vélo et on a une chance supplémentaire de le récupérer. Mais en général, on ne le récupère pas. Et donc, beaucoup de gens disent, moi, je m'y mets pas parce que j'ai peur de me le faire voler. Beaucoup de cyclistes même se disent, je renonce parce que mon trajet change et que maintenant, je suis plus en sécurité pour garer mon vélo. Et puis, il y a aussi un problème de place. On parle d'une pratique urbaine, périurbaine, où il n'y a pas un espace où les gens habitent dans des immeubles, dans des copros qui sont pas équipés. Donc, il y a un vrai sujet sur le stationnement. Et je dirais que c'est, à mon sens, le sujet 2022. C'est pour développer la pratique du vélo, c'est celui-là. Concrètement, et à nouveau, là, je me place un petit peu en tant qu'expert pour nourrir le débat. Voilà. Il y a deux types de stationnement, on pourrait en citer plus, mais il y a le stationnement courte durée, qui est le stationnement horaire, où ma lecture, c'est très personnel, et que les gens ne seraient pas prêts encore aujourd'hui à payer pour un stationnement très courte durée en journée. Je pense que la pratique d'attacher son vélo à un point fixe, alors évidemment qu'on souhaite qu'il y ait des arceaux, mais j'entends sur un modèle économique viable, ça semble encore aujourd'hui, je dirais culturellement peu accepté. Par contre, il y a un besoin au niveau du stationnement donc longue durée et du stationnement pendulaire, pour pouvoir se déplacer sereinement, rentrer chez soi, faire dormir son vélo la nuit dans un stationnement sécurisé, arriver sur son lieu de travail, stationner son vélo de la même manière sur un lieu sécurisé. Par contre, les prérequis, et il y en a, c'est évidemment la proximité. Le cycliste n'aime pas marcher, c'est une réalité. Donc, le point de stationnement sur un trajet régulier et pendulaire doit se situer vraiment à proximité du lieu de stationnement. Il faut que l'accès soit facile. Et ça, c'est également un prérequis qui est important. Voilà, donc j'avance. Quel type de stationnement on peut envisager en ville et comment les villes, parce que c'est en premier chef elles qui doivent s'emparer de ce sujet avec bien sûr les acteurs économiques dont on fait partie, mais c'est vraiment elles qui doivent initier ces politiques-là. Et donc j'en cite trois. Dont on pourra discuter. Donc, le premier, c'est évidemment des vélobox qu'on voit apparaître un petit peu en surface. Donc, c'est sécurisé. On y accède avec un badge. C'est assez nouveau en France. Ça l'est pas dans les pays qui avaient déjà une culture un peu plus avancée en termes de pratique vélo. Il faut savoir donc l'installation d'une vélobox sur une place de parking en voirie, puisque 50% des places de voiture par exemple, à Paris, vont être supprimés. Donc, on peut imaginer qu'il y aura de la surface, mais ça peut contenir 6-7 vélos. C'est un investissement qui est, on va dire, raisonnable. C'est à peu près 1 000 € pour chiffrer l'installation, par stationnement vélo, l'installation d'une vélobox. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas mettre des vélobox partout sur la ville et à nouveau, je dirais, rendre la ville trop… enfin, en tout cas… sur le plan de la libération des espaces publics, ce sera pas possible. Donc, typiquement, Paris en a mis 30 actuellement, je crois. Ils projetaient d'en mettre 50. Si vous faites la multiplication, ça peut donner lieu à 300 places de stationnement vélo. Donc, c'est juste pour vous permettre pour partager avec vous que c'est pas comme ça qu'on va pouvoir absorber et développer la pratique cyclable. Ensuite, il y a les vélostations. Et là, ça c'est intéressant. Donc, c'est en ouvrage souterrain. Là, le coût justement de construction, typiquement sur la vélostation de Montparnasse, on est autour de 3 000 €. Donc, c'est énorme.
Et il faut donc garder en tête que c'est un modèle économique qui, aujourd'hui, hein, si on veut avoir un tarif qui soit non dissuasif pour les cyclistes, c'est aujourd'hui un modèle économique qui est très compliqué et qui doit être sujet de discussion entre les opérateurs et les villes pour trouver le bon équilibre. De la même manière, les vélostations, on ne sera pas capable d'en mettre chaque 200 mètres sous terre, et donc ça ne répondra pas non plus intégralement à un système de stationnement intelligent. Ensuite, il y a l'aménagement. Alors, j'ai appelé ça l'aménagement start-up, mais ce sont les start-up type YesPark, ZenPark, etc., qui aménagent chez les bailleurs privés ou les bailleurs sociaux du stationnement vélo. Sachant qu'à l'origine, leur métier était plutôt la voiture et plutôt la gestion des accès, qui est vraiment compliqué, hein, parce qu'il faut que, je le répète, mais que pour le cycliste, l'accès soit fluide. Donc, il suffit pas de mettre des équipements au sous-sol sur une place de parking pour se dire que ce sera utilisé, parce que le cycliste, si c'est compliqué et que c'est pas sécurisé en termes d'accès, je dirais qu'il prendra pas ce pli-là. On aurait pu citer les copros, qui est un véritable enjeu. Et je termine par dire qu'hier, donc l'annonce faite par les pouvoirs publics sur la continuité du dispositif vélo, c'est un fléchage de 35 millions d'euros sur le stationnement. Voilà. Alors comment, j'ai pas encore moi les détails, mais ça veut quand même dire qu'il y a une vraie volonté. Il y a la loi LOM, on en a peu parlé, mais la loi LOM définit 1000 gares. Et ça, c'est pour illustrer ton propos, Camille, sur l'intermodalité. C'est évidemment un enjeu crucial. Et la LOM établit une liste de 1000 gares avec un nombre de places à créer, d'accord, qui correspond en fait à une affluence. Donc, qui a été calculé par rapport à une affluence, c'est entre 10 et 1000, c'est capé à 1000. Donc, les grandes gares doivent s'équiper en gros de 1000 places de vélos sécurisées. Le mot sécurisé est important, évidemment, parce que c'est ça que recherchent les cyclistes. J'avance parce que le temps file. Et ben voilà, donc en réalité, alors, j'avais une dernière slide, elle a dû être quizzée. Bon, c'est pas très grave, je vais vous la faire live, mais quand même, et c'est un point important. Donc le groupe Indigo, stationnement voiture, 600 parcs en France, a pris vraiment le virage du stationnement vélo, et la volonté, l'ambition du groupe, c'est d'équiper 300 parcs, donc pas uniquement en France, mais une grande majorité en France. On est présent aussi en Belgique, en Espagne, en Pologne, en Suisse. Donc, c'est d'équiper 300 parcs avec du stationnement vélo sécurisé. Le nom sera Cyclopark. Donc, Cyclopark sera le stationnement vélo by Indigo, et avec un concept en fait relativement simple, mais il y aura 3 espaces, des espaces de stationnement, des espaces ateliers avec du petit outillage et des espaces de confort pour pouvoir se changer, avoir accès à des casiers, un accès dans les parcs, et c'est presque ça le challenge pour nous, hein, c'est de faire en sorte que le cycliste se sente à l'aise, en sécurité dans nos parcs, et puisse y accéder facilement. Donc, c'est de faire cohabiter ce qu'on a fait en voirie, c'est de faire cohabiter des usagers automobilistes avec des usagers cyclistes. Et on va y arriver avec de la signalétique, avec des bonnes pratiques, puis de la transformation quand même de nos parcs. Donc, aujourd'hui, on investit énormément, parce que ces 300 parcs, on souhaite que chaque station fasse en moyenne 100 places. Donc, ça fait 30 000 places, le double de ce qui a été créé à l'échelle du territoire entre 2017 et aujourd'hui. Le groupe Indigo souhaite le faire entre aujourd'hui et 2024. Donc, l'ambition, elle est énorme. Aujourd'hui, on le fait avec nos clients, qui sont en général des villes. Et pour tout vous dire, le premier cycloparc, donc l'appartement témoin du stationnement vélo, c'est le 4 octobre qu'on l'inaugure, et c'est à Lille. Et on est ravis de le faire. Et derrière, il y a à peu près une mise en service par semaine qui suivra, une quinzaine donc en 2021, un peu plus de 100 en 2022. Voilà, donc il y a une volonté en tout cas pour Indigo de prendre ce sujet-là et de pouvoir traiter ça. Merci beaucoup Charles, on va poursuivre et on va enfin écouter Antoine sur la thématique des solutions vélo aujourd'hui disponibles dans ces territoires. Eh ben, bonjour à tous. On va parler des solutions vélo, ou d'une solution vélo en tout cas qu'on a essayé de mettre en place et qu'on met en place chez B2Green. Juste un petit rappel, et je serai vraiment très court, B2Green est une société qui accompagne les entreprises mais aussi les collectivités locales
à mettre en place rapidement, simplement et sans surcoût le vélo auprès de leurs administrés. Donc c'est notre mission. Notre mission, elle est très concrète. Donc on est en relation directe avec des mairies, avec des collectivités, avec des communautés de communes, mais aussi des entreprises pour pouvoir rapidement mettre en place un plan vélo qui prenne évidemment en compte tous les sujets qu'on a évoqués juste avant. Nous, notre mission, on s'est d'abord posé des questions, surtout pour des communautés des communautés de communes, des communes de moins de 50 000 habitants, parce qu'elles représentent en nombre 99%, en prenant en compte leurs contraintes. Et évidemment, quand on discute de manière très concrète avec des référents de mobilité au sein des mairies et des communes, on remarque qu'il y a quand même 3 points qui reviennent souvent pour mettre en place un plan vélo, puisque une fois qu'on s'est dit que le vélo c'était génial et on est tous d'accord pour le dire, que c'est le moyen de locomotion de l'avenir, il faut pouvoir mettre en place un dispositif et surtout que ce dispositif-là ait l'adhésion de la communauté. Et ça, c'est le plus important. On remarque que le premier frein est un frein budgétaire. Évidemment, toutes les communes, comme on peut l'imaginer, n'ont pas la capacité de mettre en place des systèmes de vélos en libre service. On ne peut pas mettre un Vélib dans sa commune de 2, 3 000, 4 000 habitants. Ça coûte de l'argent et surtout, ça demande un suivi. Ce suivi-là, on va aussi le retrouver dans cet écueil de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre est très importante. On l'a vu avec la gestion des Vélib ou de ces vélos en libre-service dans les grandes villes. L'important, c'est pas de mettre des vélos en distribution, c'est surtout que dans la durée, ils restent utilisables et qu'ils soient de bonne qualité pour l'usager. Ça va aussi, on revient aussi sur des points de sécurité. Donc, la question qui se pose, c'est qui pour s'occuper de ces vélos qui sont mis à disposition des citoyens? Est-ce que c'est un agent de la mairie? Est-ce que c'est un prestataire? Et donc là arrive évidemment la question de comment est-ce qu'on met en place un système qui est vertueux et qui permet aussi de pouvoir mettre en avant le tissu économique de ces communes-là, puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans ces communes, dans ces communautés de communes, il y a des vendeurs de vélos. Et ces vendeurs de vélos-là, aujourd'hui, ils ont besoin d'être alimentés de par les communes. Ils se sont installés, ils font partie du tissu économique. Et donc, l'idée, c'est de les mettre en avant, et de ramener des citoyens dans leur boutique, que ce soit sur de l'achat, sur de l'équipement et sur de la réparation, pour les faire participer, entre guillemets, à cet essor du vélo et surtout pour certaines communautés et certaines communes de pouvoir se dire je fais vivre cette communauté-là pour que mon vendeur de vélo puisse rester dans ma commune. On sait qu'ils sont beaucoup demandés en ce moment. Du coup, de manière très concrète, nous, on a une mission chez B2Green, je la répète, c'est d'inciter les citoyens à s'équiper. On fait la même chose auprès des salariés. Et donc, la première mission, c'est en premier de digitaliser les magasins locaux. On sait tous que auprès de ces magasins-là et de ces revendeurs-là, on est sur un marché qui est assez vieillissant, qui est en train de se digitaliser, qui est en train de se moderniser, mais il est assez disparate en termes de technologie. Donc, la première mission, c'est de pouvoir digitaliser leur stock, digitaliser leurs magasins, digitaliser leur boutique, entre guillemets, pour pouvoir la rendre visible à la population. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir fournir une visibilité des citoyens sur les stocks des différentes boutiques, pour que quand ils puissent se rendre en magasin, ils puissent savoir quels sont les stocks qui sont disponibles. Rien de plus agaçant pour un magasin de vélo et pour un acteur de se dire j'ai plus de stock, de refuser des clients parce qu'il n'y a plus le vélo qu'ils veulent. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire
de proposer un accompagnement en amont auprès des citoyens pour pouvoir se dire, voilà, dans mon acteur ou dans mes 2-3 acteurs qui sont disponibles dans ma commune, quand je vais m'y rendre, je sais quel stock est disponible. L'approvisionnement, une question qui est très concrète auprès de tous les distributeurs aujourd'hui de vélos, que ce soit en entreprise, que ce soit sur de la flotte, que ce soit dans les magasins. Il y a un manque de vélos qu'on connaît tous quand on est dans ce business-là. Et donc l'idée, c'est quand un magasin, 2 magasins, 3 magasins sont en pénurie, et ben c'est de prendre le relais et de proposer des marques en ligne, d'autres distributeurs ou des distributeurs complémentaires, puisque vous allez avoir des magasins spécialisés qui vont proposer des vélos de route, des vélos électriques. Je ne vais pas pouvoir répondre à tous les besoins, et donc l'idée c'est de proposer une complémentarité en termes d'offres. Ensuite, il y a un point qui est très important côté citoyen et côté collectivité locale, c'est la validation de subventions. Les subventions aujourd'hui, elles sont souvent réservées aux grandes agglomérations, aux grandes métropoles. On connaît tous la subvention en Île-de-France, on connaît celle en Occitanie à Montpellier, celle de Lyon qui a été un petit peu réduite cette année, mais qui est toujours là. Et donc l'idée pour ces petites communes et pour ces communes moyennes, c'est de pouvoir négocier avec eux une subvention qui va aider les citoyens à se mettre en selle. Et ces subventions-là, alors évidemment, à voir avec chacune qu'est-ce qu'elles peuvent mettre, mais plutôt que de penser à un budget global de vélo en libre service qui peut coûter très cher, plutôt se concentrer sur une aide subventionnée pour pouvoir aider les citoyens à se mettre au vélo. Et ensuite, évidemment, une communication d'une seule voix auprès de la commune qui va permettre de personnaliser cet engagement du citoyen. Nous, ce qu'on se rend compte chez Bitourine tous les jours, parce qu'on est au contact de ces mairies, de ces décisionnaires, mais aussi on est au contact du client final, qui peut être un client salarié ou un client citoyen administré, c'est que on sait à peu près tous faire du vélo, on a tous appris quand on était jeune, mais se remettre en selle, se remettre en vélo et surtout choisir son vélo aujourd'hui, c'est un vrai changement d'habitude. Et ce changement d'habitude-là, il va pas se faire en un claquement de doigts. Il faut que ce changement-là, il soit accompagné. C'est pour ça que nous, on a pris la décision d'accompagner les citoyens auprès des acteurs locaux. C'est eux qui sont les spécialistes en vélo et c'est eux qui vont pouvoir fournir les meilleurs conseils à ces administrés-là pour choisir leur vélo. Et donc, c'est dans cette optique-là que dans ce management du changement, qu'il faut que la collectivité locale soit très proche de ses citoyens pour les aider à se mettre au vélo. En plus des infrastructures, je pense qu'on l'a tous compris, il y a des sujets de parking, il y a des sujets d'infrastructures, de pistes cyclables. Une fois que ces choses-là ont été prises en compte ou vont dans le bon sens, il est très important ensuite de suivre le citoyen, de suivre le salarié d'entreprise pour l'accompagner à changer ses habitudes. C'est pas parce qu'on va fournir une subvention que les choses vont changer. C'est pas parce qu'on va mettre un parking que les choses vont changer. C'est une multitude de choses et d'accompagnements qui vont faire que on va délaisser la voiture pour prendre le vélo. Merci beaucoup Antoine, merci du coup également à Camille et Charles pour votre intervention. On va passer aux questions des intervenants. Alors, dans un premier temps, on avait une question sur la thématique du parking. Donc, Camille, vous avez également commencé à répondre. Charles aussi, c'était sur le parking en ouvrage qui est déjà construit. Est-ce que le coût de la place de stationnement, elle doit être du coup moins élevé? Charles ou Camille, est-ce que vous voulez intervenir ou répondre justement à cette question? Moi, je connais assez bien le sujet. Camille, si tu veux, je démarre et tu complètes. Ok, non, mais alors, je dis les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que si on veut faire du stationnement vélo sécurisé
avec des équipements capacitaires, ergonomiques, confortables, donc quelque chose de qualitatif qui donnera envie en fait aux cyclistes de garer leur vélo en ouvrage. Le coût, l'investissement est important. Et d'ailleurs, le Alvéole qui subventionne pour les collectivités, notamment Alvéole 1, la version d'aujourd'hui et d'hier, finançait jusqu'à 2 000 €, 60%, subventionnait 60% jusqu'à 2 000 € pour les villes. Ça démontre bien que la ville estime que le coût d'une place est de 2 000 €. Et c'est le cas. Et après, ce qui est normal aussi, c'est que les villes ne souhaitent pas qu'il y ait, les villes conventionnent le tarif. À Paris, c'est 10 € par mois, 25 € trimestre, 75 € l'année. À Lyon, c'est autour de 40 €. Alors après, il y a des options. Et LPA, qui est, je le citais, un bon acteur sur ce sujet-là, double son prix. Donc, c'est la métropole qui décide de doubler. Petit à petit, la tarification va se rapprocher de quelque chose de, je dirais, de l'ordre du marché, en fait. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a une volonté d'inciter les gens à stationner leur vélo, en tout cas à avoir une possibilité de stationner et pas les dissuader. Donc, il y a un modèle à trouver. Nous, dans ce cadre-là, on a une enveloppe d'investissement où on ne réfléchit, on ne raisonne pas uniquement sur une rentabilité économique, mais c'est aussi un peu une transformation d'ensemble du groupe Indigo. Donc, il y a un investissement sur lequel on consent. Camille, je ne sais pas si tu veux compléter. Et ce qui est sûr, les ordres de grandeur, ils sont tout à fait intéressants. Il y en a pas mal à trouver sur le site du programme Alvéole que je vais verser dans le chat, comme ça vous pourrez vous en rendre compte par vous-même. Mais en termes de stationnement, ce qui est clair, c'est qu'il va falloir quand même faire feu de tout bois et à la fois viser le souterrain, le réemploi de parkings existants, mais également la surface, et pas que en sécurisé, mais en attache simple et librement organisée, comme on appelle, avec les fameux arceaux vélos qui permettent une attache en 3 points, parce qu'il y a effectivement pénurie. Donc, il n'y a pas suffisamment de stationnement actuellement pour accommoder l'ampleur de l'augmentation du trafic cyclable. Voilà, donc ça, il faut se le dire clairement. Et c'est également le cas pour les déplacements du quotidien et pendulaires, donc dans toutes les entreprises. Et par pitié, arrêtez les pince-roux. C'est terminé, ça. Ce que vous trouvez en série chez Leroy Merlin, c'est une catastrophe. C'est grâce à ça qu'on se fait piquer son vélo et qu'on le détériore. Donc ça, c'est à proscrire. Soyez exigeants et mettez pas les cyclistes à côté des poubelles, tout au fond du couloir sombre, avec un pince-roux. Ça faut arrêter. Il faut être un peu sérieux. Voilà, je fais un appel et c'est un cri du cœur. Merci. Je vois les petits pouces. Non, mais c'est voilà. Merci Camille. Je continue sur la question. Il nous reste quelques minutes. Que peut-on faire concrètement concrètement une mairie ou communauté de communes pour obtenir des aides financières pour le développement de pistes cyclables, stationnement? Alors Camille Ouais, je peux peut-être intervenir. Il y a 2 pans. Il y a le stationnement sur lequel le programme Alvéole est actuellement clos. Donc, vous pouvez vous donner plein d'idées et commencer à concevoir des plans dans vos têtes. Mais il y a un programme Alvéole Plus qui a été confirmé hier par la ministre aux 3 ans du plan vélo, donc qui va voir le jour et qui va vous permettre, selon des financements comparables au précédent programme, de financer, a fortiori si vous êtes une collectivité. Donc ça, emparez-vous-en. C'est simplissime. Une fois qu'il sera ouvert, gardez un oreille sur l'oreille là-dessus. Ça, c'est très intéressant. C'est sur le stationnement. Et pour le volet stationnement en gare, pour les gares prioritaires définies dans le décret de la LOM, vous avez un article là-dessus sur les pages de Vélo et Territoire. Là-dessus, ça va être fonction de votre conseil régional, plus Gare et Connexion, plus les services de l'État, Andréal, pour ceux qui parlent le jargon. Pour le volet plus aménagement cyclable, vous avez plusieurs dispositifs. Et si vous êtes une commune, vous pouvez, pour des petits projets, vous emparer de la dotation à l'investissement local, la DSIL, comme on dit dans le jargon. Donc ça se passe avec votre préfet de département. Si vous avez des projets un peu plus importants, un peu plus musclés, mais pas supérieurs à 1 million d'euros relatifs à de l'infrastructure et surtout de l'infrastructure pour la mobilité à vélo du quotidien, vous pouvez vous tourner vers votre préfecture de région qui vont bientôt émettre des appels à projets de type fonds vélo, mais administrés à échelle régionale
pour rétablir des continuités cyclables ou en faire tout court, projet inférieur à 1 million d'euros, pardon. Et pour les projets encore supérieurs à 1 million d'euros, là, vous avez l'appel à projet national continuité cyclable qui depuis 2018, par le biais d'appel à projet, finance un certain nombre de résorptions de continuité coûteuses. Alors ça peut être sur des longs linéaires où là, il y a une mise en sécurité des cyclistes qui nécessitent des interventions de voirie qui sont importantes, ou alors des passages inférieurs sous une autoroute, une voie ferrée, passage supérieur sur un fleuve, etc. Des choses coûteuses et les éléments de blocage, quoi. Tout un itinéraire peut tomber par terre, un parcours cyclable peut tomber par terre pour la mobilité du quotidien s'il y a un élément d'insécurité criante et une rupture de continuité. Merci Camille pour cette réponse. Il est 9h59, on va clôturer du coup ce webinaire. On vous remercie pour votre participation, d'avoir partagé toutes ces données et toutes ces informations sur le sujet du vélo. On répondra également aux dernières questions qui ont été posées dans le chat. On vous invite également à vous inscrire pour le prochain webinaire sur la thématique du covoiturage avec les solutions adhérentes de l'écosystème. Donc la semaine prochaine, mardi 21 à 13h30. Encore merci pour cette participation et on vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Au revoir. Au revoir.